C'était en 2013 que Cynthia Mann a commencé à prêter attention à une nouvelle voisine du quartier, qui avait une forme particulière de nanisme. Cette condition lui causait de sérieux inconvénients lorsqu'elle essayait de mener une routine sans accroc. De plus, on pouvait voir que ses ressources économiques étaient limitées et qu'il n'y avait ni amis ni parents proches pour rendre ses jours plus confortables. Alors que certains voisins avaient montré leur solidarité, beaucoup d'autres accusèrent la jeune femme d'avoir un comportement erratique, violent et antisocial. Cynthia s'est approchée d'elle avec pitié. La première chose qu'elle a découverte, c'est que la nouvelle arrivante dans le quartier s'appelait Natalia. La deuxième chose qu'elle a pu savoir, c'est que, effectivement, Natalia n'allait pas bien. Elle était problématique avec de fréquentes crises d'anxiété. Mais qui était-il pour la juger? Cynthia supposait que n'importe qui serait tout aussi susceptible dans cette situation. Prudente mais déterminée, la femme a continué à visiter Natalia, refusant de l'abandonner. Peu à peu, elle a gagné sa confiance et lui a même présenté son mari, un pasteur que tout le monde connaissait sous le nom d'Antoine. Cynthia et Antoine avaient une énorme famille recomposée de 10 enfants. Ils étaient connus pour leur travail social et personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas de bons samaritains. C'est probablement grâce à son expérience avec les personnes vulnérables que Cynthia a réussi en un temps record à faire baisser la garde de Natalia et à s'ouvrir à elle. C'est alors qu'elle a révélé une information qui laisserait sa voisine sans voix. Natalia affirmait que bien que beaucoup insistaient à répéter qu'elle avait plus de 20 ans, la vérité est qu'elle n'avait que 10 ans. Lisa a simplement exprimé que ses parents adoptifs l'avaient abandonnée. Mais ne nous précipitons pas. L'histoire que nous allons découvrir dans cette vidéo a provoqué un énorme tumulte lors de sa révélation et est aujourd'hui revisitée grâce à de nouveaux documentaires. Ces nouvelles recherches fournissent des témoignages de première main à tous ceux qui étaient impliqués dans cette intrigue sordide. Ainsi, toute cette affaire est loin d'être résolue et c'est à vous de choisir. Quelle version des faits allez-vous croire? Pourquoi les parents adoptifs de Natalia l'ont-ils accusée d'être une femme adulte qui se faisait passer pour une petite fille? Quelles preuves ont-ils présentées? Quelles enquêtes ont été menées à ce sujet? Que a dit la mère biologique de Natalia lorsqu'ils ont réussi à la retrouver? Où se trouve Natalia aujourd'hui? A-t-elle vraiment rencontré de nouveaux problèmes dans sa nouvelle maison? Comment réagit-elle à ceux qui continuent d'affirmer qu'elle est une escroc et une sociopathe? Pour essayer de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons nous plonger dans l'étrange affaire de Natalia Grace. Avec ce cas, notre intention est de raconter l'histoire réelle de certaines fictions qui circulent sur les plateformes. Ce cas a servi de base pour la série Bonne famille américaine. Si vous voulez que nous fassions plus de cas basés sur des documentaires ou des séries de fiction d'une plateforme, que ce soit Max, Netflix ou n'importe laquelle, écrivez Histoire réelle ici en dessous, si nous avons plus de 500 personnes écrivant Histoire réelle. Cette vidéo a dépassé les 10 000 likes en seulement 24 heures. Nous allons faire un autre cas et vous pouvez nous suggérer quel cas vous voulez entendre sur cette chaîne. Commençons. Barnett, élargir la famille. Pour 2010, Christine et Michael Barnett avaient réussi à forger une famille qui, vue de l'extérieur, semblait heureuse et débordante d'opportunités. Les deux adultes du clan avaient étudié à l'université de Purdue, avaient réussi à travailler en tant que professionnels et avaient élevé 3 enfants, dont ils étaient extrêmement fiers. En fait, l'un de ces enfants, Jacob, qui avait été diagnostiqué avec le syndrome d'Asperger, était un prodige académique. Sa compréhension de la physique et des problèmes mathématiques abstraits avait stupéfait plus d'un enseignant, et les Barnett ne cessaient de le répéter chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Ils laissaient également entrevoir, pour qui voulait prêter attention, les avantages auxquels ils avaient accédé grâce à la situation professionnelle prospère qu'ils traversaient. Ainsi, leurs voisins pouvaient reconnaître leurs 13 téléviseurs ou leurs 14 canapés sans jamais avoir mis les pieds dans leur immense maison. Sans aucun doute, les Barnett avaient le monde à leurs pieds. Ils pouvaient imaginer des voyages, se permettre une maison de vacances dans une destination paradisiaque ou devenir ambitieux et penser à comment développer de plus en plus leurs affaires. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. À un certain moment, les Barnett ont décidé qu'ils voulaient adopter un enfant qui se trouvait dans une situation peu privilégiée. La décision a suscité des positions contradictoires dans la famille proche. Pendant ce temps, un groupe croyait que les Barnett agissaient avec un amour authentique et recouraient à l'adoption pour élargir le cercle dans lequel ils pouvaient offrir de l'amour et du soutien. D'autres pensaient qu'il s'agissait simplement de la position forcée de 2 adultes qui voulaient se prétendre solidaires et conscients alors qu'ils ne l'étaient pas vraiment.
D'une manière ou d'une autre, ni Christine ni Michael n'ont perdu de temps à discuter de leurs raisons avec des tiers et se sont préparés à exécuter leur plan. Et c'est ainsi que Natalia est entrée dans leur vie. Ils étaient loin d'imaginer que cette famille rêvée deviendrait l'épicentre d'un cauchemar. A-t-elle trouvé un foyer? Natalia Grace est née en Ukraine et quelques heures après son arrivée dans ce monde, les médecins ont recommandé à sa mère de l'abandonner. Natalia avait une forme de nanisme due à une dysplasie congénitale, comme mentionné précédemment. Selon Anna, sa mère, les professionnels présents lors de l'accouchement l'ont incitée à placer sa fille dans un orphelinat. Les raisons? Soi-disant, on leur a dit que prendre soin de quelqu'un avec ces caractéristiques n'était pas une tâche facile. Et le mieux pour tout le monde était qu'ils s'assurent que la petite fille ne manque jamais de rien. Les choses se sont-elles passées ainsi? En quelle année cela s'est-il produit, plus précisément? Ces questions vont devenir d'une importance vitale dans quelques minutes, c'est pourquoi nous allons revenir avec Anna sous peu. Il suffit de savoir que Natalia a fini dans un orphelinat et qu'ensuite, grâce à une adoption temporaire, elle est arrivée aux États-Unis. Cependant, les choses n'ont pas été faciles. On ignore le temps écoulé entre les événements. Ce qui est certain, c'est que Natalia a traversé différents foyers, sans jamais vraiment s'installer dans aucun d'entre eux. Elle a également traversé des expériences traumatisantes. L'une de ses familles d'accueil en a eu assez d'elle et a essayé de la donner. Une autre l'a renvoyée au centre d'adoption, car l'un des adoptants a suggéré avoir ressenti quelque chose d'étrange et d'inquiétant chez la fille. À ce stade, il faut préciser que les personnes ayant un diagnostic comme celui de Natalia sont souvent un défi complexe pour les familles qui ne sont pas tout à fait préparées. Ce qui entraîne des effondrements dus au stress et des situations où il est difficile de séparer les sentiments des faits réels. Quoi qu'il en soit, les allées et venues de Natalia ont fini par faire coïncider son chemin avec celui des Barnett au printemps de 2010. Christine et Michael sont alors allés en Floride pour rencontrer la fillette qui, d'après ses dossiers, avait 6 ans. Sachant que les choses n'avaient pas très bien tourné avec les tentatives précédentes, l'agence d'adoption a proposé aux adultes de prendre la situation avec calme. Ils ont acquiescé et une période d'adaptation mutuelle a commencé qui a donné un résultat unanime. Tout le monde s'entendait à merveille. Les autres enfants du couple se sont montrés affectueux avec la nouvelle arrivante et les documents pertinents ont été remplis rapidement. Même, il serait suspecte la rapidité avec laquelle les formalités ont été effectuées, qui, généralement, prennent des mois et signifient de plusieurs maux de tête pour tous. Dans ce cas, la bureaucratie n'a pas été hostile. Du jour au lendemain, Natalia partait à Disney avec sa nouvelle famille. De ses premières vacances, qui ont été une sorte de bienvenue officielle, des photographies n'ont été conservées où tout le monde souriait. Encore une fois, les Barnett avaient réussi leur coup, mais les rires n'ont pas duré longtemps. En fait, les sourires se sont immédiatement effacés. Ensuite, les choses sont devenues de plus en plus étranges. Les soupçons de la famille. Après la semaine que la famille a passée en Floride, Christine a commencé à se montrer un peu inquiète. Certaines choses, à propos de Natalia, malgré ses efforts pour rester détendue, commençaient à perturber son sommeil. La première était que Natalia avait des poils pubiens. Elle l'avait découvert en baignant la petite fille. Au début, l'autre refusait l'aide. Christine s'était montrée compréhensive les premiers jours, consciente que la fille pouvait être gênée. Cependant, s'agissant d'une personne de 6 ans, elle a supposé qu'il ne serait pas mal avisé de s'assurer qu'elle se nettoyait correctement. Lorsqu'elle a raconté sa découverte à son mari, ils ont tous deux consulté quelques sites web et parlé à des pédiatres de confiance. Tous étaient d'accord pour dire que l'apparition de poils pubiens chez une personne aussi jeune n'était pas courante, mais ce n'était pas non plus impossible. Cela a rassuré Christine pendant quelques semaines. Elle s'est ensuite persuadée que Natalia lui dissimulait un secret. Elle l'avait vu cacher des choses dans le sac poubelle et avait remarqué des taches de sang sur ses vêtements. Michael a entendu sa femme dire que la fille agissait ainsi pour qu'il ne sache pas qu'elle avait ses règles. L'homme a suivi les mêmes indices que Christine et a dû admettre que les pièces s'emboîtaient. Ils ont encore cherché sur Internet. Ils ont encore fait des consultations téléphoniques indirectes et ont essayé de se comporter comme si ce qu'ils découvraient ne les terrifiait pas. Mais la vérité était qu'ils l'étaient. Du moins, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Christine et Michael ont ressenti une peur très profonde lorsque tout le monde leur a dit qu'une chose était d'avoir des poils pubiens précoces et une autre très différente était de se sentir mal, à l'âge de 6 ans. Cela restait toujours possible, mais on parlait déjà d'un symptôme auquel il fallait prêter plus d'attention. La chose la plus logique dans un tel cas est que les adultes déduisent que l'enfant en question devrait aller chez le médecin pour subir des examens, capables d'apporter un peu de lumière sur la situation. C'est ce que les Barnett pensaient devoir faire.
Mais il y a eu un autre événement qui a fini par détruire leurs bonnes intentions et les a fait paniquer. Cet événement a eu lieu lorsque Christine et Michael ont découvert grâce à des forums sur lesquels ils étaient des collaborateurs actifs qu'il y avait dans le même état où ils vivaient. Une autre fillette atteinte d'un nanisme similaire à Natalia. La famille a pris contact avec l'autre famille pour organiser une rencontre ludique. L'idée était que les petites filles puissent rencontrer quelqu'un comme elles et que les parents puissent profiter de l'occasion pour partager leur expérience. Cela promettait d'être une activité gratifiante et enrichissante pour tous. Mais le rendez-vous de jeu s'est effondré dès la rencontre, car la famille de l'autre fille était un peu confuse par la situation. Natalia semblait beaucoup plus âgée que sa fille, alors qu'en théorie, elles avaient le même âge, à côté d'une fille de 6 ans. Il était plus évident que les traits de Natalia étaient anguleux et adultes, tout en notant le développement plus avancé de son corps. Les Barnett, réunis pour la première fois avec une personne qui avait les mêmes conditions que Natalia, ont également remarqué cela et n'ont pas pu dissimuler leur émotion. Selon ce que Christine déclarerait plus tard, Natalia a rapidement pris conscience de ce que tout le monde pensait et a immédiatement commencé à se comporter de manière plus enfantine que d'habitude. Comme si elle était préoccupée par le fait de ne susciter aucun soupçon. Mais bien sûr, il était déjà trop tard pour cela. Natalia était-elle inconsciente de son âge et victime de négligence ? Était-elle une adolescente avec des problèmes de maturation? Malgré la possibilité d'une erreur latente, après la réunion ratée de l'après-midi, la famille a commencé à changer d'attitude. Sur le chemin du retour, Christine et Michael ont porté un nouveau regard sur Natalia. Tout à coup, amener la fillette chez le médecin est passé au second plan. Ils étaient persuadés que Natalia mentait sur son identité. Entre nous. À partir de ce moment, une intense vague de paranoïa a éclaté dans la maison des Barnett. Les crises habituelles de Natalia sont devenues pour eux un signe de menace. À son tour, la manière dégagée dont la fille s'exprimait. Quelque chose qu'ils avaient jusqu'alors considéré comme une grande vertu est devenu une raison supplémentaire de l'accuser de menteuse. Et c'est que les Barnett ont commencé à répéter que Natalia se faisait passer pour une fille, alors qu'elle ne l'était pas en réalité. Les questions se bousculaient. Comment avait-elle trompé l'orphelinat sans qu'ils ne s'en rendent compte? Ou est-ce que l'orphelinat faisait également partie de ce complot? Soudain, ils ont commencé à douter de tout. Christine pensait qu'ils vivaient avec une psychopathe, une idée qui a été renforcée lorsque le comportement de Natalia est devenu de plus en plus imprévisible. La femme a affirmé qu'à plusieurs reprises, elle s'était réveillée la nuit pour trouver la jeune fille la regardant depuis l'obscurité, un couteau à la main. Et ce n'est pas tout. Elle a également mentionné qu'à une occasion, Natalia l'avait poussée contre une clôture électrifiée et qu'à une autre, elle avait essayé de lui empoisonner le café. Dans son esprit, tout était limpide. Ayant réalisé la tromperie, l'autre essayait simplement de la faire taire. C'est du moins ce qu'a raconté une Christine terrifiée à la justice. Elle a également raconté que Natalia avait des accès de colère où elle ne cessait d'insulter, qu'elle avait tendance à faire toutes sortes de commentaires sexuels. Une mère aurait frappé et humilié son plus jeune fils. Les professionnels ont recommandé son internement dans un hôpital psychiatrique. Selon un rapport de l'époque, la jeune fille était dangereuse pour son entourage. Bien que les Barnett aient déclaré qu'il y avait un diagnostic définissant Natalia comme sociopathe et que la jeune fille avait même fait des aveux à certains médecins. Il n'y a pas de véritables enregistrements de l'affaire. Ce que l'on sait, c'est qu'au bout d'un certain temps, Natalia a été libérée. Certaines rumeurs disent qu'ils ont préféré la laisser libre parce qu'elle était ingérable et qu'elle avait rapidement créé un chaos parmi les autres patients. Quand Natalia est rentrée à la maison, Christine, prétendant qu'elle ne se sentait pas en sécurité, a été dure avec elle, allant jusqu'à la faire dormir sur la terrasse en guise de punition. Et comment cela s'est-il terminé? En voisins qui, fatigués des cris provenant de cette maison autrefois si harmonieuse, ont décidé d'appeler les autorités. Parmi ceux qui ont pris le cas, la question cruciale ne tarda pas à se faire entendre. Natalia était-elle vraiment le monstre que tout le monde décrivait? Selon Michael, un détective impliqué dans l'enquête leur a recommandé de réajuster l'âge de leur fille en 2012. Moins de 2 ans après avoir été adoptée, un juge de l'Indiana a accepté de modifier la date de naissance de Natalia. D'un instant à l'autre, la fille est passée de 8 ans à 22 ans. Quelles preuves ont été utilisées pour réaliser cette procédure? Les Barnett ont témoigné et montré des photos pour illustrer leurs propos. Au cours des derniers mois, Natalia n'a pas du tout changé, alors que les enfants ont tendance à beaucoup changer à ce stade. Des échantillons osseux ont également été prélevés, mais compte tenu de la maladie de la fille, ceux-ci auraient pu être trompeurs. D'une manière ou d'une autre, Christine a enfin soupiré de soulagement.
Si sa fille adoptive était déjà majeure, cela lui enlevait la responsabilité de devoir veiller à son bien-être avec un soutien émotionnel et financier. En ce qui concerne les Barnett, Natalia était une escroqueuse qui méritait de rester seule. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Abandon de personne. La famille n'a pas perdu de temps, ils ont emballé les affaires de Natalia et installé la fille dans un appartement qu'ils ont loué à Westfield. Là, ils l'ont laissée à son sort. Malgré les sacs de nourriture laissés à sa porte pendant les premières semaines, Natalia ne s'est pas adaptée à son nouvel environnement. Elle était dans un complexe d'appartements avec une communauté de voisins très unis qui voyaient d'un mauvais œil son attitude, toujours querelleuse. Cela a rendu la fille plus hostile et les appels au 911 sont devenus habituels pour les résidents de cette maison. Natalia ne se limitait pas aux réprimandes et aux menaces, elle harcelait aussi les hommes qui passaient devant chez elle. On dit qu'à ce moment-là, elle a fait de nouvelles confessions, comme le fait qu'il était vrai qu'elle avait voulu tuer sa famille. Elle aurait fait cette déclaration pour effrayer ceux qui lui demandaient de respecter les règles de cohabitation, s'il vous plaît. Il n'est pas clair si les choses se sont vraiment passées ainsi. Ce qui s'est passé, c'est que les Barnett ont découvert ce qui se passait. Et peut-être, poussés par un soupçon de pitié, ils sont allés chercher Natalia de cet endroit d'où elle allait être exilée tôt ou tard. Cependant, la ramener pour vivre avec eux n'était pas envisageable. Ils ont conduit quelques kilomètres de plus et cette fois, ils l'ont hébergée à Lafayette, une ville qui a été choisie par Christine. Quel était le critère? Simple. Elle pensait que c'était un quartier pauvre où les gens avaient leurs propres soucis et où Natalia passerait plus facilement inaperçue. Après l'avoir laissée là, les Barnett ont déménagé au Canada où Jacob faisait des études avancées. Ce que ni Christine ni Michael n'ont pas pris en compte, c'est l'empathie que les gens peuvent développer, peu importe leurs conditions sociales. Et Cynthia Mans était particulièrement empathique. Quand cette femme a rencontré Natalia, elle n'a pas hésité à lui offrir son aide. Elle a rapidement gagné sa confiance et une nuit, elle a appris toute son histoire. À la fin du récit, Cynthia a fait une longue pause puis a demandé à Natalia quel âge elle avait. Natalia lui a répondu sincèrement qu'elle ne le savait plus à ce stade. L'autre a parlé à son mari puis a consulté un avocat, pensant peut-être que les Barnett étaient les méchants de l'histoire. En fait, elle a trouvé le changement d'âge qu'ils avaient fait sur le document de leur fille adoptive très irrégulier. De plus, ils n'avaient pas pris en compte une chose, dans le meilleur des cas, en supposant qu'ils aient raison et que Natalia soit majeure. Cela n'enlève pas le fait qu'ils aient commis un abandon de personne, vu le handicap de la jeune fille. C'est ainsi que les procureurs du comté de Tippecanoe ont formellement accusé Christine Michael de négligence envers une personne à charge en raison de son nanisme. A alors commencé une série d'enquêtes qui apporterait de nouveaux et inattendus rebondissements. Commencent les enquêtes. L'affaire a reçu une couverture médiatique immédiate qui n'a pas hésité à croire à la version des Barnett. Le réseau a été rempli d'histoires terrifiantes parlant d'une femme impitoyable atteinte de nanisme qui s'était fait passer pour une mineure. Pour qu'une bonne famille vive un enfer. Les Mann se sont opposés dès le premier instant à ces récits et ont demandé à un tribunal d'annuler l'ordre de changement d'âge. Ils disaient que l'affaire méritait d'être réexaminée. Ils ont également prétendu qu'ils souhaitaient devenir les tuteurs légaux de Natalia, qui a ensuite déménagé chez eux. Pour prouver que la justice avait commis une erreur en prenant cette décision, la famille a passé de nombreux mois à effectuer des analyses d'acide désoxyribonucléique et à recueillir des preuves médicales. Une fois tous les éléments rassemblés, ils les ont présentés à la justice. Selon ces documents, la naissance de Natalia avait eu lieu entre 2000 et 2005, donc à ce moment-là, elle n'avait pas encore 13 ans. En fait, Cynthia Mans n'a pas seulement accusé les Barnett de mentir, mais elle a également affirmé qu'elle était convaincue que Christine s'était inspirée du film Orpheline de 2009. Pour faire les accusations ridicules qu'elle avait faites, Christine a ri de cela au tribunal et a renvoyé l'accusation, soulignant que celle qui délirait était Cynthia. Prêt à aller au bout de l'affaire, la police d'État de l'Indiana a envoyé 2 détectives en Ukraine. Après une recherche ardue, les professionnels ont réussi à trouver Anna, la mère biologique de Natalia. C'est alors qu'ils ont trouvé les réponses manquantes pour déchiffrer l'énigme. La première chose qu'ils ont découverte et certifiée était qu'Anna était née en 1979, ce qui démantelait une partie de ce que soutenaient les Barnett si Natalia était née en 1989, comme ils ne se lassaient pas de répéter. Sa mère aurait dû la mettre au monde à 10 ans, ce qui n'avait aucun sens. D'autre part, ils ont pu accéder aux dossiers hospitaliers de Natalia et ont confirmé qu'elle était née le 4 septembre 2003. D'autres études ont montré que, bien que ce ne soit pas le plus courant, des personnes avec le même diagnostic que Natalia pouvaient se développer sexuellement de manière précoce.
ce qui donnait une explication rationnelle aux prétendus indices que les Barnett avaient utilisés pour essayer de tromper la fille. Michael et Christine ont été jugés pour négligence seulement en 2019, lorsque le mystère a été résolu. Cependant, ils ont été acquittés. Toute la période après les verdicts a été confuse et a également marqué une distance entre Michael et Christine, dont la relation s'est terminée par un divorce. Soudain, ils ne se sont plus montrés unis dans leurs déclarations et l'homme a renforcé l'idée que son ex-femme était abusive et manipulatrice. Il est allé jusqu'à dire qu'elle le frappait même. Il a ensuite insinué que Natalia et lui avaient souffert du même monstre, doublant la mise. Faisant référence à Christina Legoy, il a déclaré avoir été excessivement contrôlé et minimisé. Tout ce qui était moi a été arraché de moi et j'ai été guidé et instruit pour faire exactement ce qu'elle voulait que je sois. Beaucoup de tout cela n'a commencé à voir le jour qu'en 2022, avec la réalisation de nouveaux documentaires sur le cas. Avant cela, la population avait supposé que Natalia était effectivement la méchante de l'histoire. Maintenant que la conception de ce qui s'est passé est en train d'être réécrite, la fille a osé donner sa version des faits, donnant des aspects inattendus à l'histoire. Son retour sous les feux des projecteurs a été marqué par de nouvelles polémiques. Lorsque les médias ont finalement écouté Natalia, elle a donné une version des faits très différente de celle que les Barnett ont toujours maintenue. Selon elle, Christine avait l'habitude de la maltraiter avec une ceinture, de la vaporiser avec du spray au poivre et de lui donner des doses excessives de médicaments pour la maintenir somnolente. Parfois, ces médicaments avaient l'effet contraire et Natalia se retrouvait à souffrir de crises d'hyperactivité et d'euphorie. Essentiellement, la fille dit que la famille l'a traitée avec une violence inhabituelle dès le début. Plus tard, ils ont commencé à lui répéter qu'elle devait dire qu'elle avait 22 ans, même si ce n'était pas vrai. La coercition avait été si forte que Natalia elle-même admet que la question était devenue floue dans sa tête. En fait, elle avoue qu'à ce moment-là, elle en est venue à croire que ce que Christine et Michael lui disaient était vrai. Natalia a également passé en revue toutes les accusations qu'elle a subies au cours des dernières années et a souligné leurs incohérences. Christine disait, par exemple, que Natalia gardait des couteaux pour l'attaquer en haut du réfrigérateur. Avec un sourire amer, elle a souligné son incapacité à atteindre cet endroit, même avec une chaise. Elle ajouterait que ce n'est que lorsque les Manns l'ont sauvée qu'elle a appris des choses aussi simples et basiques que se brosser les dents ou se peigner les cheveux. Cependant, aussi souvent qu'elle a souligné la bonté de sa nouvelle famille adoptive, en 2023, elle s'est enfuie de la maison. Et où est-elle allée? Rencontrer un couple qui avait un nanisme et qui était intéressé à l'adopter. Elle a tout dit à Cynthia lors d'un appel téléphonique où elle a également expliqué qu'elle ne voulait pas qu'on la cherche ni qu'on accuse de kidnapping les personnes avec qui elle était partie. Elle voulait qu'on comprenne qu'elle choisissait de partir de son propre chef. Selon ses mots, elle avait besoin d'étendre ses ailes. Elle a aussi suggéré que les Manns s'étaient montrés plutôt hostiles envers elle dernièrement, sans vouloir entrer dans les détails. Les enquêtes des derniers mois indiqueraient que les Manns n'ont jamais été aussi bons qu'ils le prétendaient. Apparemment, ils n'adoptèrent des enfants que pour pouvoir bénéficier des avantages économiques découlant de ces adoptions. On pense même qu'ils auraient escroqué Natalia jusqu'à lui faire contracter une énorme dette. Natalia vit maintenant dans le nord de New York avec ses nouveaux colocataires, avec qui elle a déjà des problèmes. Au-delà de cela, elle étudie pour obtenir son diplôme de baccalauréat et apprend à conduire. Elle se sent plus optimiste quant à l'avenir et se décrit comme une fille qui adore les enfants et qui veut se marier et avoir des enfants. Quant à Christine Barnett, elle est considérée comme une mère exemplaire par ceux qui ne connaissent pas son passé. Cette femme a écrit un livre relatant comment elle a accompagné son fils autiste dans son développement. Elle sillonne le pays en donnant des conférences pour motiver d'autres familles. Elle maintient qu'elle n'a jamais maltraité Natalia pour éviter de s'expliquer davantage. Elle souligne seulement lorsqu'on lui demande que l'autre a convaincu tout le monde. Elle dit que tôt ou tard, ils découvriront qu'elle est une sociopathe et qu'ils devront lui donner raison, ce que la justice n'a pas voulu faire dans le passé. Les soupçons sur qui dit la vérité et qui ment tournent encore parmi ceux qui écoutent cette histoire. Les Barnett sont-ils des êtres sans scrupules qui ont préféré se débarrasser d'une petite fille par une vile tromperie? Les Manns sont-ils aussi terribles, voire pires que... Natalia est-elle une personne qui abuse de sa condition pour orchestrer de terribles plans? Sa nouvelle famille te finira-t-elle par regretter? La vérité est qu'il n'est pas difficile de trouver des points faibles dans les témoignages de tous les impliqués. Il semble déjà être un travail de détective fastidieux de découvrir qui dit la vérité dans cette affaire. Cependant, il est clair que les médias et l'opinion publique se précipitent toujours pour tirer des conclusions hâtives, par préjugés ou voyeurisme.
oubliant que la réalité est immensément plus complexe et terrifiante que la fiction.